J'ai parfois des familles qui, elles, se sont révélées en disant nous, on est une famille juive, nous, on est une famille protestante et on veut que nos enfants aient un esprit ouvert. Et donc, on vous rejoint pour cette raison, sans que, évidemment, je l'ai demandé. Et ça, c'est assez extraordinaire. Une société est harmonieuse quand elle permet et quand les religions sont diverses et qu'elles peuvent vivre en harmonie. Parce que malheureusement, la France a connu des guerres de religion, que j'enseigne aussi, que l'État reproche, dit il y a une stratégie de former une élite musulmane. Non, il y a une stratégie de former une élite parce que quand on fait un établissement scolaire, encore une fois, notre objectif, c'est d'avoir une élite, mais je dirais plus un choix de logique dans la continuité du développement finalement de l'islam en France, de sa pleine intégration dans le paysage éducatif français. Il s'appelle Averroès, comme ce philosophe andalou du XIIe siècle qui cherchait à articuler raison et foi, et que deux civilisations ont préféré censurer plutôt qu'écouter. Son nom n'est pas un hasard. Fondé en 2003 à l'Île-Sud, le lycée Averroès est aujourd'hui le seul établissement privé et musulman sous contrat avec l'État français. Un projet qui incarne dans sa chair même la question centrale que le phare ne cesse de se poser: comment l'islam en tant que civilisation vivante peut-il trouver sa place dans un Occident qui peine à le penser autrement que comme un problème? Et pour répondre à cette question, notamment sur l'aspect éducatif, nous recevons aujourd'hui Éric Dufour. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. Éric Dufour, vous êtes professeur de lettres depuis maintenant plus de 40 ans et directeur d'établissement du lycée Averroès. Heureusement et malheureusement célèbre lycée Averroès. Oui, célèbre, comme vous dites. Oui. Heureusement et malheureusement, très connu, mondialement connu aujourd'hui, avec notre affaire récente. Alors, le lycée Averroès, c'est top 5% des lycées français, 100% de mentions au bac en 2024, 70% de boursiers. Et pourtant, en décembre 2023, le préfet du Nord résilie son contrat avec l'État. Les subventions s'arrêtent. Et le 23 avril 2025, le tribunal administratif de Lille annule cette décision, estimant que les manquements reprochés n'étaient pas d'une gravité suffisante. L'État a annoncé vouloir faire appel. Aujourd'hui, l'administration, elle semble obsédée par le lycée Averroès. Est-ce que c'est votre excellence scolaire ou votre identité musulmane qui pose problème ? La question se pose en réalité, et je me la pose depuis plusieurs années, en tout cas depuis un certain nombre d'années maintenant, et les 3 dernières années l'ont révélé d'une certaine manière. J'allais dire les deux. Et les deux aspects à la fois, les deux raisons m'inquiètent, m'agacent, me mettent encore en colère. Et heureusement, finalement, cette capacité encore d'indignation, malgré cette longue carrière, comme vous dites. Mais Averroès est un établissement jeune. Le groupe scolaire aujourd'hui, lycée, collège Averroès, n'a finalement que 23 ans. Effectivement, comme vous l'avez rappelé, il a réussi assez rapidement, peut-être trop rapidement, peut-être trop brillamment. Et il a posé rapidement des questions. En tout cas, on donnait déjà pas cher de sa survie quand il est né en 2003. Je pense que les autorités pensaient que ça durerait 1 an, et puis ça fait maintenant 23 ans. Il a obtenu le contrat en 2008, donc tout s'était très très bien passé, 100% aussi de réussite. Et c'est pour cette raison que les autorités ont d'ailleurs donné le contrat 5 ans après la date d'ouverture. Et puis, effectivement, je dirais, moi, je daterais de 2015. Les premiers éléments datent de 2015. Comme vous le savez, on a, après les attentats tragiques de Charlie Hebdo, on a un enseignant qui a démissionné, qui a fait beaucoup de bruit autour d'Averroès, beaucoup de malveillance, évidemment, et qui a créé une suspicion. Et puis après, il y a eu l'affaire de la région, avec le président de région des Hauts-de-France, qui a jeté également la suspicion sur notre groupe scolaire. Alors, pour mémoire, effectivement, depuis 2019, le président de région, en tout cas, indique qu'il découvre dans un livre, les fameux Qatar Papers, qui révélaient un certain nombre d'affaires venant du Qatar, qui concernaient des journalistes, qui concernaient des hommes politiques français, etc. Et dedans, il était indiqué qu'Averroès avait reçu 3 millions d'euros. En réalité, ça a été largement documenté depuis, c'est un peu moins de 900 000 euros qui venaient non pas du Qatar, mais d'un organisme de charité, Qatar Charity, qui avait aidé au financement de l'achat des locaux, et sans contrepartie. Simplement, depuis 2019, le président de région a indiqué qu'il découvrait, alors que
On rappelle constamment que le vice-président de la région était au conseil d'administration, que les comptes étaient validés chaque année. Donc c'était connu de l'État français. Ça n'était pas illégal, surtout. J'ai l'impression que, justement, ce qu'on vous a reproché à cette époque-là, on vous reproche en fait une période où vous étiez encensé par l'État français. Bien sûr. Oui, c'était une excellente période où nous avions d'ailleurs d'excellentes relations, tant avec M. Darmanin, qui était maire de Tourcoing, qui est devenu ministre de l'Intérieur, et puis M. Xavier Bertrand, qui est devenu président de région. On avait d'excellentes relations avec eux, avec le président du conseil départemental, enfin en tout cas avec les politiques de la région qui venaient régulièrement visiter Averroès et qui, d'une certaine manière, louaient sa réussite. Et donc 2019, et depuis 2019, en raison justement de ces suspicions, le forfait d'externat, qui est dû à chaque lycéen dans une région, est systématiquement suspendu au lycée Averroès. Et chaque année, nos avocats vont réclamer ce forfait d'externat en justice. Et chaque année, bien évidemment, comme c'est illégal, nous gagnons devant la justice depuis cette année maintenant. Et évidemment que devant cette difficulté, il me semble que le seul moyen de ne plus avoir à verser ce forfait, c'était évidemment d'avoir un établissement hors contrat, pour lequel on ne doit plus verser de subventions. Donc, on a vu arriver les choses progressivement, sans vraiment s'en douter, mais on a vu effectivement arriver un certain nombre de contrôles de plus en plus importants de tous les corps de l'administration, aussi bien financiers que pédagogiques, importants et réguliers. Je rappelle régulièrement, et c'est un triste record encore une fois, Averroès, ce ne sont que des premiers et des records. C'est aujourd'hui, en 2026, une vingtaine d'inspections, tous corps d'État confondus. Ça a été documenté par la récente commission d'enquête parlementaire, par M. Vanier, Mme Spielbout. Et donc, tous ces contrôles, finalement, ont toujours, et heureusement, d'une certaine manière, rétabli l'honneur, s'il le fallait, du groupe scolaire, ont toujours montré que, finalement, les suspicions pouvaient être balayées, ce qui a été validé par la justice un peu plus tard. Mais voilà, ces différents contrôles dont nous avons le record absolu, à la fois ont été diligentés souvent par des ministres de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem en 2015, Jean-Michel Blanquer en 2020. On a reçu quand même une inspection générale de l'éducation nationale. Parce que lui, il cite Averroès comme étant un modèle à risque. Oui, en tout cas, ce qui avait été dit, puisque lui... Malgré l'absence de dérive constatée. Voilà, exactement. Le rapport de 2020, c'est simple, les inspecteurs on a échangé avec eux pendant environ un mois. Ils ont rencontré absolument tout le monde, 2 inspecteurs généraux. Ils m'avaient dit, vous aurez ce rapport dans les 15 jours, il sera excellent. C'est assez étonnant de la part d'ailleurs de fonctionnaires de l'État. Et puis ce rapport, on l'a entendu pendant 3 ans. Justement parce qu'il était élogieux. On découvrira, grâce à notre affaire en justice, les avocats l'ont ensuite récupéré en 2023. Il a été mis sur la place publique et il était plus qu'élogieux. Je veux dire, on en a rougi, on n'en demandait pas tant, mais vraiment parce qu'il était extrêmement élogieux. Et j'allais dire, il répondait sur chaque point. Tous les points qui nous étaient reprochés étaient traités par anticipation finalement dans ce rapport de janvier-février 2020. Et c'était d'ailleurs assez surprenant puisque donc en 2023, on apprend par la presse on apprend dans la presse que je vais recevoir un courrier disant que le préfet envisage de résilier le contrat du lycée. Donc, suite à une énième, on va dire, inspection, qui était la Chambre régionale des comptes, c'était le premier établissement aussi scolaire qui était inspecté par la Chambre régionale des comptes, qui a finalement... fait un très bon travail, qui a fait un rapport. Enfin, en tout cas, ça s'est passé très, très cordialement. Simplement, nous, on fournissait des documents sur une plateforme numérique. Et donc, ils n'ont rien inspecté, véritablement. Ils ont simplement traité des documents que nous leur avons envoyés. Et puis, ils ont trouvé dans une notice bibliographique
qui était destiné aux intervenants en éthique, puisque nous avons une proposition facultative pour les élèves qui le souhaitent, comme dans l'enseignement privé catholique, ce qu'on appelle la pastorale. Nous, on appelle ça l'éthique musulmane, c'est-à-dire connaissance de sa religion. En réalité, il s'agit souvent de ce que nous, on appelle l'éthique pratique, c'est-à-dire on apprend à respecter son voisin, on apprend à respecter son environnement, etc., notamment. Et ils ont trouvé dans des commentaires des 40 hadiths, des choses qui étaient, à juste titre, d'ailleurs, s'ils avaient été enseignés dans un établissement de la République, à reprocher. Mais finalement, c'était... et on a été auditionné par la Chambre régionale des comptes, on a eu l'occasion de fournir des explications, et le rapport a été finalement globalement positif. Voilà, ça c'était dans le courant de l'année 2023, juin 2023. Et puis donc, on apprend en octobre 2023 que le préfet envisage de résilier le contrat. Et là, dans le rapport de saisine du préfet, c'est l'horreur absolue. C'est-à-dire que, évidemment, comme je l'ai toujours dit, si je veux résumer l'affaire, c'est que si le groupe scolaire était tel qu'on l'avait décrit dans ce rapport, moi-même, j'aurais eu peur d'y mettre un pied. Non, mais tout simplement, c'est aussi absurde que ça. Je n'ai pas reconnu, je l'ai dit à chaque fois, je l'ai dit au préfet lors de la commission de concertation, je ne reconnais pas l'établissement qui est décrit là. Donc on est allé chercher un peu tout et n'importe quoi pour, évidemment, obtenir la résiliation du contrat qui a été effective le 7 décembre 2023, avec effet au 1er septembre 2024. Voilà. Donc, avec tous ces contrôles, on a vu arriver la véritable raison au bout, c'était effectivement d'obtenir la résiliation du contrat, ce que la justice va largement balayer ensuite. Deux chambres du tribunal administratif de Lille vont se réunir et le 23 avril 2025 donc, vont nous donner raison sur tous les aspects et balayer toutes les suspicions, parce que finalement, ça n'était que suspicion. Oui. 2024, c'est aussi, on l'a dit en préambule, l'année où vous faites 100% de mentions au bac. Est-ce que cette surveillance incessante de l'État, est-ce qu'elle révèle une méfiance institutionnelle vers tout projet éducatif musulman ? Oui, on disait tout à l'heure, est-ce que c'est l'excellence, je ne suis pas allé au bout, l'excellence ou le caractère musulman ? En fait, on voit un peu des deux, puisque le fait d'avoir trop bien réussi, ça a jeté aussi d'une certaine manière la suspicion. Et c'est là que je me mets généralement en colère, parce que finalement, qu'est-ce qu'on veut ? On est un établissement scolaire, et je suis même certain que tous les chefs d'établissement comme moi souhaitent que tous leurs élèves réussissent, et réussissent brillamment au baccalauréat, et puis puissent faire des études supérieures brillantes. Donc ça, c'est effectivement... malheureusement, ce qui est reproché, et comme vous dites, la suspicion sur les établissements privés musulmans en France, on voit ce qui est arrivé à Lyon, au groupe scolaire Al-Kindi, qui a vécu finalement le même cheminement que le nôtre, avec des accusations semblables, les 3 contrats résiliés, l'école, le collège et le lycée. Et ce qui a été dit à Lyon, ce qui n'avait pas été dit dans notre cas, c'est effectivement sur l'excellence scolaire. Voilà, on a dit, et c'est là qu'on a pu, ou j'ai pu lier les deux, on a dit à Lyon, enfin en tout cas, ce qui a été plaidé à Lyon, c'était de dire, attention, ils forment d'excellents élèves, de trop bons élèves, et ils vont être à la manette de ce pays. C'est documenté, ça a été enregistré, ça a été rapporté par nos avocats, qui sont le maître Guesguez, le bien connu et le célèbre et formidable avocat que nous connaissons aujourd'hui, qui plaide aussi le dossier Al-Kindi, et qui a révélé ce qui avait été dit au tribunal administratif de Lyon. Donc, de trop bons élèves, ça c'est l'excellence qui nous est reconnue dans les établissements privés musulmans en général, par la qualité de l'équipe éducative, et bien évidemment. Nous avons de bons élèves, mais pas que. Nous avons des élèves à peu près de tous les niveaux, comme vous le disiez, de milieux qui ne sont pas forcément des milieux très aisés. Voilà, beaucoup de boursiers chaque année. Et donc, l'excellence d'un côté qui est suspecte, et en même temps, ils vont fournir des forces à la société française qui ne sont pour moi que des forces vives, qui sont des esprits brillants, des gens qui sont aujourd'hui la plupart, parce qu'on a propulsé plus de 2500 bacheliers ces 23 dernières années dans la République française, qui, encore une fois, ont fait des études, se sont installés, payent leurs impôts en France, travaillent pour la France. Et voilà, ce qui me met en colère, finalement, ce que je me demande à chaque fois, c'est qu'est-ce qu'on leur reproche
Et qu'est-ce qu'on nous reproche là-dedans, à part les avoir formés à quoi d'autre finalement qu'à être des citoyens épanouis. Donc, toujours les présupposés musulmans, alors que dans nos établissements, et c'est notre devoir en tant qu'établissement sous contrat, c'est d'accueillir tous les élèves qui le demandent. Ça reste un lycée. Et ça reste un lycée, et jamais je ne demande, et je le dis à chaque fois, ni aux enseignants, ni au personnel, ni aux élèves, s'ils sont musulmans avant de s'inscrire. À la fois déontologiquement, je ne me donne pas cette autorisation, et de toute façon, notre contrat nous oblige à accueillir tout le monde. Mais c'est l'État qui les présuppose musulmans. Moi, je ne présuppose pas que mes élèves soient musulmans. Il faudrait présupposer que tous les élèves qui vont dans un lycée ou collège catholique sous contrat seraient tous catholiques. Bien sûr que non. Ce n'est pas du tout le cas. Qui n'est pas du tout le cas. Donc nous, effectivement, comme ce sont des projets plus récents, c'est vrai que ce sont des familles, je dis toujours d'origine, de contexte, de culture, voire de foi arabo-musulmane par la naissance ou par les origines. Sans doute, effectivement, parce que c'est la jeunesse qui veut cela. Nous, effectivement, on aimerait accueillir... J'ai parfois des familles qui, elles, se sont révélées en disant nous, on est une famille juive, nous, on est une famille protestante, et on veut que nos enfants aient un esprit ouvert, et donc on vous rejoint pour cette raison, sans que, évidemment, je l'ai demandé. Et ça, c'est assez extraordinaire. Mais voilà, on présuppose, ou en tout cas, l'État présupposerait que nous formons des musulmans. Non, nous formons des élèves, des citoyens français pour la République française, ni plus ni moins. De l'agglomération de Lille. De l'agglomération de Lille, et même au-delà des Hauts-de-France, globalement, enfin du Nord-Pas-de-Calais pour l'essentiel, mais des Hauts-de-France, on a des élèves qui viennent de très loin parfois, qui nous rejoignent de très loin dans le monde parfois pour venir à Lille, ce qui est une grande responsabilité. Mais voilà, on forme des élèves. Et moi, je n'entends parler que de musulmans, vous voyez. Donc, nous faisons, je le disais tout à l'heure, une proposition à nos élèves, comme dans tout établissement confessionnel, c'est notre liberté de faire une proposition religieuse, encore une fois, aux familles, aux élèves qui le souhaitent, ni plus ni moins. On va faire le point avec les autres établissements confessionnels, notamment catholiques et juifs. Bon, je vous pose la question, mais je sais que la réponse est non. Est-ce qu'ils subissent le même niveau de contrôle que le vôtre ? Alors, la fameuse commission d'enquête parlementaire menée par M. Vanier et Mme Spielbout l'année dernière à l'Assemblée nationale a montré ou avait expliqué, je me souviens bien du chiffre, avait dit un établissement privé catholique peut avoir un contrôle tous les 1500 ans. Vous voyez, il avait pris ce chiffre pour montrer qu'effectivement, il n'y avait aucun contrôle. Depuis, la ministre Elisabeth Borne avait mis en place, il y a 1 an, des contrôles. Donc, depuis cette rentrée, je sais que des groupes scolaires privés catholiques subissent, eux, des contrôles. Mais c'est vrai que jusque-là, l'histoire a démontré, l'enquête parlementaire a démontré que seuls les lycées privés musulmans subissaient des contrôles et auxquels, finalement, on arrivait à résilier le contrat, finalement. Ça, c'est qu'en 30 ans, il y a seulement 2 établissements qui ont perdu leur contrat avec l'État. Perdu, retrouvé. Voilà. C'est El Kindi, dont vous avez parlé, et Averroès. Voilà, donc Averroès récemment, mais le Al Kindi pas encore, en tout cas on le leur souhaite, mais c'était effectivement la première fois, et tous les contrôles finalement, c'est ça l'histoire. Et je me félicite finalement, après coup, d'avoir eu tous ces contrôles, puisque tous ces contrôles ont été notre sauvegarde, ont été notre sécurité vis-à-vis de l'État, pour dire on se félicite d'avoir des contrôles, puisque finalement, ça répond à la fois à vos inquiétudes et vos questions, et on préfère être contrôlé pour montrer finalement ce que nous faisons réellement et pas de manière présupposée. On va parler d'un établissement qui est du coup confessionnel catholique, tristement connu, Betaram. Je rappelle que c'est plus de 230 plaignants pour viol, agression sexuelle sur mineurs, commis sur plusieurs décennies. Aucune rupture de contrat envisagée. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Cette histoire est tombée juste après la nôtre, comme l'autre affaire dite Stanislas à Paris. Effectivement, ces 2 établissements ont mis, et je dis toujours parce que j'en viens de l'enseignement privé catholique, j'ai fait une partie de ma carrière dans des établissements privés catholiques, et donc et j'y ai encore de nombreux amis, donc la question n'est pas là. Simplement, on a vu cette différence de traitement, encore une fois,
l'enquête parlementaire l'a bien mise en évidence, le fameux 2 poids 2 mesures, dans la mesure où, si je reviendrai à Bétarame, mais si je prends l'établissement Stanislas, j'avais comparé à l'époque, forcément, puisque j'étais dans notre affaire, les points qui avaient été mis en évidence par l'inspection générale. Eux-mêmes avaient subi une inspection générale avec 15 recommandations. C'est-à-dire des points au-delà des points de vigilance, c'était des points qui contrevenaient à ce qu'on appelle la loi de Bray dans l'enseignement privé, puisqu'il s'agit de tenir le contrat avec l'État en pleine conformité. Et il se trouve qu'ils avaient 15 recommandations, nous en avions 0. On nous a résilié le contrat, on leur a laissé le contrat. Donc effectivement, non seulement pour moi, bien sûr, pour mes équipes, mais au-delà pour les familles. Et au-delà, peut-être, pour le coup, pour les familles musulmanes en France, c'est poser la question, pourquoi un tel traitement pour les uns et pas pour les autres? Nous, on demandait simplement l'égalité de traitement et on a cessé de le crier. Et donc, il y avait cette affaire-là, donc des points très, très sensibles, où la loi de Bray était vraiment contournée, on va dire. Et puis ensuite, il y a eu effectivement l'affaire dite Bétarame, où là, il s'agissait, alors là, ça m'a vraiment mis en colère, parce que quand le préfet avait dit les enfants sont en danger à Verroès, j'ai eu l'occasion de répondre que nous n'avons pas la même notion du danger. Puisque là, comme vous le rappeliez, on parlait de torture d'enfants et de viol, alors qu'à Verroès, le seul danger... c'était peut-être les 100% de réussite. C'était les 100% de réussite. Donc là, il y avait manifestement, si ce n'est malveillance, enfin en tout cas, beaucoup d'injustice. Là, ce que vous décrivez, c'est un peu une laïcité à géométrie variable. Est-ce qu'il existe encore une laïcité universelle ou est-ce que c'est devenu un outil de gouvernance, disons, des populations musulmanes? Disons que, voilà, moi je me suis beaucoup intéressé à la laïcité jadis et à la loi, évidemment, sur la laïcité, la loi de 1905, puis après la loi de 2004 sur les signes religieux. Et j'avais eu l'occasion de rencontrer Jean Bobéro, qui est quand même le spécialiste de la laïcité et qui avait montré, par ses livres, par ses conférences, combien cette loi avait été finalement dévoyée et était devenue, comme le disent certains aujourd'hui, finalement une loi contre les religions, en tout cas une laïcité de combat contre les religions, alors que nous sommes tous d'accord et cohérent par rapport à la laïcité à la française, puisque je dis toujours c'est la laïcité française qui a permis l'existence d'Averroès. Et heureusement, on se félicite d'être dans un pays laïque qui permet à toutes les confessions d'avoir évidemment leur lieu de culte, d'avoir leurs associations cultuelles, d'avoir aujourd'hui leurs établissements scolaires. Le seul souci, c'est que effectivement, on a l'impression, ou en tout cas ces dernières années, on voit bien que ça consiste davantage à interdire qu'à laisser finalement la liberté avec les garde-fous que pose la loi. Mais tant qu'on ne contrevient pas à la République, et on va peut-être revenir aux valeurs de la République, parce que c'est toujours ça qu'on nous reproche aussi, mais tant qu'on ne contrevient pas aux valeurs de la République, tant qu'on respecte la loi de Bray pour les établissements scolaires, il n'y a pas de raison de s'en servir contre nous, alors que nous nous félicitons et que aussi la laïcité, c'est la multiplicité des religions, c'est la liberté religieuse. Moi, j'enseigne encore Voltaire, les lettres philosophiques à mes élèves, ce que j'avais dit lors de la commission de concertation, c'est un des premiers textes qu'il faut enseigner, parce qu'on y enseigne effectivement non seulement chez Voltaire la laïcité, mais une société est harmonieuse quand elle permet, et quand les religions sont diverses et qu'elles peuvent vivre en harmonie, parce que malheureusement la France a connu des guerres de religion, que j'enseigne aussi, avec les protestants notamment, et voilà, il y a toujours eu cette permanence de conflits avec les religions, quand il y a eu émergence d'une nouvelle religion, et malheureusement, il me semble qu'on est dans une période, on est dans cette période précisément où, avec l'émergence de l'islam en France depuis une quarantaine d'années, eh bien, il y a eu cette suspicion. Et puis aujourd'hui, on voit poindre des lois restrictives, voire pour l'avenir, on pourrait craindre des lois liberticides. Complètement. Et la réponse à cette inégalité qu'on décrit, est-ce que c'est d'exiger finalement l'égalité de contrôle pour tous, ou tout simplement abandonner cette idée de principe de contrôle renforcé, notamment vis-à-vis des établissements musulmans? Contrôle renforcé, je ne pense pas qu'on puisse faire plus renforcé que ce que les établissements privés musulmans subissent
où on subit en France, mais que tout le monde soit logé à la même enseigne, voilà, qu'il y ait des contrôles réguliers. En tout cas, s'agissant du lycée Averroès, je ne l'ai pas rappelé, mais les enseignants sont eux-mêmes contrôlés, puisque les enseignants du lycée sont pour la plupart titulaires et donc eux-mêmes contrôlés par leurs inspecteurs, qui n'ont jamais eu rien à redire sur le moindre enseignant. C'est déjà une garantie absolue. Mais après, effectivement, voilà, nous, on est ouvert au contrôle, on est ouvert à toutes les réponses qu'on peut donner pour rassurer l'État. Moi, mon objectif depuis toutes ces dernières années, c'est de rassurer effectivement l'État en disant « Faites-nous confiance. Voilà, vous nous connaissez, les rapports ont démontré ce qu'il y avait à démontrer, et simplement, faites-nous confiance, laissez-nous travailler et arrêtons cette suspicion permanente. » C'est ce qu'on peut demander pour l'avenir. Monsieur Dufour, on a évoqué l'excellence de la formation d'Averroès. Pourquoi la formation d'une élite, par l'excellence d'une élite musulmane française, est-elle une sorte de priorité stratégique pour... Alors, je ne dirais pas que c'est une priorité stratégique. En fait, quand le lycée a été créé en 2003, rappelons-le, c'était suite à l'exclusion 10 ans auparavant d'un certain nombre de filles du lycée Fédère-Balil qui souhaitaient porter leur voile et qui en ont été exclues. Et puis est venue l'idée progressivement, en tout cas à l'époque c'était la Ligue islamique du Nord et la Grande Mosquée de Lille qui ont pris en charge ces élèves pour leur permettre de passer le baccalauréat en candidat libre. Et puis est venue l'idée, dans le Nord en particulier, puisque ça a été le premier, vous l'avez rappelé, de fonder le premier établissement privé musulman en France, finalement, à l'instar des lycées catholiques, juifs, protestants, laïcs, réseaux avec lesquels nous travaillons en bonne harmonie d'ailleurs aujourd'hui. L'idée, ça a été de faire émerger... parce qu'à mon sens, il y avait une injustice à l'époque. À raison, je pense que les familles musulmanes en France attendaient, comme les familles catholiques de l'époque ou d'autres confessions, attendaient à ce qu'elles puissent scolariser leurs enfants selon leur libre choix de l'éducation, ce qui est garanti par un certain nombre à la fois de lois, de principes constitutionnels, etc. Donc forcément, il y avait une attente, il y avait un besoin, il y avait un public. Les familles musulmanes mettaient leurs enfants dans l'enseignement privé catholique, majoritairement, ou dans l'enseignement public. Et donc, elles attendaient, il y avait cette attente. L'islam, on va dire, de France, ou en France, a émergé dans les années 80, avec, comme toujours, la demande d'avoir ces lieux de culte, d'avoir ces associations. Et puis, est venu ensuite, on dit généralement après les mosquées, sont venus les établissements, puisque, investir le champ éducatif, dans le bon sens du terme, je suis toujours très prudent, parce que quand on dit, on va peut-être parler après d'entrisme, etc., les mots à la mode, mais non, il s'agissait d'offrir cette possibilité aux familles, encore une fois, aux enfants, alors encore une fois, présupposés ou de culture ou de foi musulmane, mais à juste titre, ils avaient le droit à leurs établissements également. Et donc, stratégie, c'est toujours inquiétant, parce qu'effectivement, c'est ce que l'État reproche. Il y a une stratégie de former une élite musulmane. Non, il y a une stratégie de former une élite, parce que quand on fait un établissement scolaire, encore une fois, notre objectif, c'est d'avoir une élite, mais je dirais plus un choix de logique dans la continuité du développement finalement de l'islam en France, de sa pleine intégration dans le paysage éducatif français. Former une élite, comme on l'a dit, c'est aussi un pari sur l'avenir. Oui. C'est un pari sur l'avenir. Et quel islam voulez-vous que vos anciens élèves contribuent à bâtir dans les 20 prochaines années ? J'y tiens beaucoup, un islam français, de France, en France. On le dit plutôt qu'un islam consulaire, c'est toujours ça aussi la question qui se pose en France. Et Averroès a été créé par des fondateurs qui n'ont eu de cesse de dire, il faut un islam
en France pour les Français et qui vient de France, qui ne vient pas d'ailleurs, où la suspicion est toujours qu'il y a un contrôle étranger, que l'argent vienne de l'étranger, etc., etc. Et pour une fois qu'on a effectivement des instances et des institutions et des établissements scolaires qui sont purement français, alors je sais qu'il faut se méfier et surtout pas lire les réseaux sociaux, mais avec toute notre histoire, combien de fois j'ai lu qu'ils allaient faire ça ailleurs ou qu'ils aillent faire ça chez eux. Je leur rappelle quand même que Éric Dufour, je suis désolé, pour certains qui nous contestent, qui nous dénient notre origine française, je suis désolé, mais je suis chez moi en France, mes élèves sont chez eux, et nous resterons en France. Il n'y a pas de planète, comme je l'ai dit souvent, musulmanie, où nous irions nous installer avec nos établissements scolaires. Non, mais c'est aussi ridicule. Il vaut mieux en sourire, parce qu'après toutes ces histoires et toutes ces bêtises, toutes ces âneries qui sont racontées un peu partout, non, un établissement scolaire privé musulman, comme juif, comme catholique, comme protestant, a sa place en France, parce que l'islam est une religion aujourd'hui française, qu'on le veuille ou non. Beaucoup ont du mal à l'entendre, voire à l'accepter, mais c'est ainsi. Vous avez plus de 850 élèves, c'est ça ? Environ 800, oui, cette année. Oui. Moi, je le voyais aussi un peu comme une réponse un peu aux 40% d'échecs au bac dans les banlieues. Et comme l'excellence comme un antidote, disons, à l'assignation victimaire. Est-ce que vous le voyez un peu oui, ça oui, aussi ? Oui, bien sûr. Enfin, en tout cas, alors, comme vous dites, on a beaucoup d'élèves dans nos établissements qui sont de familles modestes. Et donc, c'est une autre chose, je dis parmi les choses qui me mettent en colère, c'est au nom de quoi ces enfants de familles modestes n'auraient-ils pas le droit à avoir des établissements qui réussissent, vous dites d'excellence, effectivement, c'est souvent ce qu'on met en avant par la réussite, mais n'auraient-ils pas droit à d'excellentes formations assignées, comme moi je l'ai connu il y a 20 ou 30 ans, les élèves qui étaient systématiquement envoyés en filière professionnelle, par exemple, ça tout le monde l'a bien connu. Et donc, voilà, l'injustice, elle est là. On dit, voilà, ils n'ont pas le droit de réussir parce qu'ils sont musulmans, ils n'ont pas le droit de réussir parce qu'ils sont familles modestes. En tout cas, ce sont des questions que je pose et ce sont des questions qui me mettent profondément en colère parce que là, on touche du doigt un principe républicain. Moi, je dis la République, mais toute la République. Et la République pour tous. C'est bien ça. Puisque nous, au moins à Averroès, Al-Kindi, Mtraldoun, à Vicenne, à Nice, ne l'oublions pas également, Éducation et Savoir, pas très loin d'ici, à Villejuif, ces grandes structures privées musulmanes n'ont que cette ambition et demandent à ce que leurs enfants puissent effectivement bénéficier eux aussi des principes républicains, ce qu'on appelle l'ascenseur social, qu'on dit souvent en panne. Je suis fier que nos élèves, que mes élèves puissent prendre cet ascenseur social et bénéficier de plein droit de ce que leur promet la République. Alors justement, cette, appelons-la comme ça, élite que vous formez, musulmane ou autre, puisqu'on Exactement. dit, il y a disons 30% à peu près d'élèves peut-être non musulmans, on ne le sait pas. On ne sait pas, oui. On ne sait pas, disons qu'on ne sait pas. Comment on peut éviter que cette élite musulmane soit perçue comme une caste fermée plutôt qu'un service ou co-service de la nation ? Je rappelle aussi que vous avez de nombreux partenariats avec Lille 1, Centrale Lille. C'est pas Sciences Po, voilà, un certain nombre d'écoles d'ingénieurs. On a eu des partenariats parce que la résiliation du lycée a posé quelques soucis ensuite, mais partenariat avec l'armée française, partenariat avec la police nationale. On a effectivement, enfin en tout cas, beaucoup d'écoles, beaucoup de formations sont venues vers nous parce qu'eux n'ont pas peur de nos élèves. Au contraire, nous se félicitent souvent de récupérer nos élèves. Même, petite anecdote, au moment de la résiliation du contrat, quand j'ai eu un certain nombre de contacts avec l'enseignement privé catholique, ils étaient très heureux de pouvoir récupérer et nos enseignants et nos élèves. Et pour cause, enfin, chacun se félicitait. Ça n'était plus un problème dès lors qu'il n'était plus à Averroès. C'est quand même un peu curieux. Le mercato était une ouvert. Réponse. Voilà, le mercato était ouvert et là, ça n'est plus un problème. Donc, non, il faut qu'ils soient perçus à leur juste valeur. Nous, on ne fait rien d'autre que finalement de les former à toutes les disciplines, de les ouvrir. En plus, à la citoyenneté, je vous dis, par un certain nombre de partenariats. Et par exemple, Pierre Mathieu, l'ancien directeur de Sciences Po Lille, qui est d'ailleurs toujours enseignant, qui a été un des premiers à monter au créneau pour défendre Averroès, parce que depuis 20 ans, il soutenait, il connaissait nos élèves. On a un partenariat avec Sciences Po, puisque nos élèves boursiers peuvent préparer justement
bénéficié de la préparation au concours de Sciences Po. Donc, et même, je le disais, un certain nombre de politiques, de députés sont montés au créneau pour dire, voilà, nous, on connaît les enseignants, on connaît la direction, on connaît les familles et les élèves, et ils doivent être perçus d'abord comme des élèves. Dans cette histoire, tout est là, finalement. Oui. Les percevoir comme des élèves. Et on disait tout à l'heure, on se demande si ce n'est pas le statut privé musulman qui, aujourd'hui, enfin en tout cas, clairement, qui irrite certains. Hein, au long de cette histoire, au long des réseaux sociaux et des médias, qui ont raconté beaucoup de bêtises, évidemment, sur Averroès, hein, qui ont fait leur gros titre sur Averroès de manière malveillante, mais méconnaissent parfaitement ce dont il s'agit, méconnaissent souvent l'éducation nationale, mais en plus le fonctionnement d'un groupe scolaire, la réalité d'un élève, etc. Donc c'est ça qui était au cœur de notre problème. Est-ce que le groupe Averroès peut le calquer aussi à certains autres établissements privés, apporte à la France ce que l'école publique ne peut plus, n'apporte plus? Je le regrette. Je m'en félicite pas. Je suis. On peut effectivement parler de l'éducation nationale, qui est un vrai souci aujourd'hui en soi. Pourquoi ? Je pense, hein, si on va un petit peu plus loin, que le problème aujourd'hui de l'éducation nationale, c'est le rapport aux élèves. Les élèves, les enfants ont beaucoup changé. Et la difficulté, et ce que proposent parfois nos établissements, c'est justement, on disait, de l'innovation aussi pédagogique, parce qu'aujourd'hui, on le sait, un élève, et je fais ce constat, je parlerai tout à l'heure d'un livre avec des psychologues, des pédagogues, des pédopsychiatres, les adolescents aujourd'hui leur proposaient 7 ou 8 heures de cours dans une journée. À mon sens, ça n'est plus possible. La difficulté fondamentale, elle est là. Je sais qu'il y a des réflexions en cours pour la prochaine campagne présidentielle, pour l'avenir de l'éducation nationale. Mais tout le problème est là. Aujourd'hui, on veut que tout le monde fasse la même chose. Les enfants sont tellement différents. Les enfants ont tellement aujourd'hui de choses en dehors de l'école qui les fascinent, qui les attirent. Et donc, le problème n'est pas tant l'école que la manière dont elle est organisée. Aujourd'hui, j'insiste beaucoup là-dessus. Et puis, beaucoup d'enfants aujourd'hui avec des troubles des apprentissages. Et ce qu'on ne voyait pas il y a plusieurs années, nous on est très sensibles à ça dans nos établissements, de prendre en compte les élèves bien sûr tels qu'ils sont, avec leurs facilités, avec leurs difficultés, avec leurs compétences. On met beaucoup en avance l'idée de bienveillance aussi dans nos établissements, c'est-à-dire que effectivement aller chercher les compétences. Pour moi, tous les élèves ont des compétences. Simplement, il s'agit de déceler laquelle, ou de lui permettre d'avoir le déclic pour aller vers ce qui le passionne et vers ses compétences. Et donc aujourd'hui, proposer un même modèle pour tous les élèves de France et 7 ou 8 heures de cours avec des journées très chargées, du travail à faire ensuite, la difficulté, elle est là. Donc je pense qu'il faut effectivement, sans doute, et là c'est un vaste chantier, revoir complètement le système pour l'avenir. Mais nos établissements proposent parfois des adaptations, justement, des classes inversées, enfin en tout cas des innovations pédagogiques, des projets pédagogiques, culturels, sportifs, qui permettent aux élèves et de se révéler, et puis d'accompagner les disciplines académiques. Et donc, oui, c'est aussi une chance que nous avons dans l'enseignement privé. Oui. Je reviens sur la question de tout à l'heure. Comment éviter que cette élite musulmane soit perçue comme une caste fermée plutôt qu'un service à la nation? Et vous avez montré que c'était plutôt un service vers la nation et vers la nation et vers la République. La tradition islamique a toujours valorisé le service à la communauté au sens large, la Oumma, mais aussi l'humanité. C'est ce que vos élèves portent. Est-ce qu'ils portent cette vocation-là quand ils sortent de l'Averroès ? Oui, il y a aussi et non seulement dans la tradition musulmane, islamique, il y a aussi l'idée, bien sûr, de la solidarité, du partage. Et nous, on a cette chance d'avoir des semaines de solidarité et de partage. D'ailleurs, il le propose aussi dans l'enseignement privé catholique, bien souvent, avec des journées de solidarité. Mais nous, on a effectivement des semaines de solidarité, notamment pendant le mois de Ramadan, par exemple, où nos élèves mènent beaucoup d'actions dans ce sens, sont très sensibles justement à l'autre. Et donc, plus généralement, à la société, il ne s'agit pas... Je prends un petit exemple récent. Voilà, nos élèves ont fait une collecte pour les étudiants. On sait que
C'est notamment le cas à Lille. Beaucoup d'étudiants n'ont pas de quoi se nourrir ou doivent travailler pour suivre leurs études. Et donc, ils ont récolté des dizaines et des dizaines de kilos de denrées alimentaires, de produits d'hygiène, de première nécessité, etc., pour justement permettre aux étudiants lillois, quels qu'ils soient d'ailleurs, de quelque horizon qu'ils viennent, de subvenir à leurs besoins, aux premières nécessités. Et on mène énormément d'actions de ce type, ce qui indique bien que pour nous, en tout cas, pour nos élèves, pour nos familles, et je le disais dans la transition, et ça c'est un plus, je dis toujours, moi je défends l'idée que la composante musulmane de la société française est une valeur ajoutée, que nos élèves sont une valeur ajoutée dans le paysage éducatif. Je le dis à qui veut l'entendre, puisqu'on a du mal à se faire entendre là-dessus aujourd'hui, mais c'est une réalité. Ouais. C'est une réalité, notamment pour ces raisons-là, c'est-à-dire l'ouverture aux autres, le devoir de respecter l'autre et son voisin. J'ai toujours dit, nous, la liberté, égalité, fraternité, laïcité, respect de la dignité de la personne humaine, ce sont des valeurs universelles que nous ne cessons de prôner, que nous partageons justement avec la République, parce que nous sommes républicains d'abord, et donc tout ceci ne pose aucun problème. Là, j'en appelle professeur de littérature. La culture française est-elle indispensable pour qu'un musulman français s'enracine vraiment dans le pays ? Alors, bien sûr. Alors pour moi, je le redis toujours, nos élèves sont d'abord français. Ils n'ont pas à s'intégrer parce qu'ils sont français. Le problème, c'est qu'on se considère qu'ils sont musulmans. Donc, pour certains, qu'ils sont arrivés hier soir, alors qu'ils sont là depuis 3, 4 générations, au moins largement aujourd'hui. Mais un élève en France doit maîtriser la culture française. Je vais vous donner un exemple concret. On a eu la chance de recevoir Louis Blin lors de précédent podcast. Hugo consacrait un poème aux derniers instants du prophète. Lamartine publiait une biographie élogieuse de l'islam. La France, finalement, a une longue histoire d'islamophilie aux côtés de l'islamophobie qu'on perçoit aujourd'hui. Bien sûr. Est-ce que c'est vraiment dans cet héritage-là que vous vous inscrivez ? Aussi. Vous l'avez rappelé, le choix d'Averroès plus largement, c'était de dire aussi le lien. Pour nous, fondamental. Souvent, on veut essayer de faire croire qu'il y a une distinction entre la philosophie et l'islam, entre l'Orient et l'Occident. Évidemment, il y a eu des histoires de conquête, il y a eu des histoires de combats, mais il y a eu énormément de ponts, de liens, d'histoires, d'échanges. Et donc, voilà, les poètes, les grands auteurs que vous citez, les grands hommes que vous citez ont su faire ce lien bien avant nous. L'histoire a montré ce qu'on devait aux lumières finalement de l'islam. Il y a eu Ahmed Djebar qui a fait d'excellentes expositions par le passé en montrant l'âge d'or des sciences arabes, par exemple. Donc si on ne prend que les sciences, mais la philosophie, donc Averroès a apporté beaucoup également. Et donc on aime à montrer que c'est universel, en tout cas que c'est imbriqué. On voudrait aujourd'hui on parle beaucoup, j'en disais un mot tout à l'heure, vous savez, on nous reproche l'entrisme et le séparatisme en même temps. C'est toujours un petit peu compliqué. C'est-à-dire, soit on entre dedans, mais c'est de manière contrôlée, stratégique, malveillante, soit on se sépare de la société. Écoutez, ni l'un ni l'autre, évidemment, et les deux, pour moi, sont absurdes. On n'invite pas, et là, ça répond vraiment à votre question, on ne peut pas inviter nos élèves à se séparer de la société française, parce qu'on en fait des républicains, mais on en fait surtout j'espère des intellectuels, mais aussi des scientifiques, des savants, des gens qui vont porter par eux-mêmes, par leurs enfants plus tard, etc., la culture française, et qui est pour beaucoup, évidemment, intégrer à aussi leur culture familiale, leur culture par les origines des grands-parents ou des arrière-grands-parents. Et tout ça est pour moi une richesse. En tout cas pour le professeur de lettres que je suis, pour l'humaniste que je suis. Et évidemment que c'est essentiel et que c'est une richesse de mêler les cultures. Mais je constate avec dépit que la France, et y compris des intellectuels, pour le coup français, ont du mal avec ça, de voir aujourd'hui cette mixité
que certains appellent, c'est leur choix, la Nouvelle-France. En tout cas, pour moi, la Nouvelle-France, elle est la France depuis plusieurs décennies, malheureusement. C'est aujourd'hui qu'on en parle, on met le focus pour des raisons, encore une fois, politiques. Mais c'est la France telle qu'elle existe aujourd'hui. Il faut la regarder. Elle est diverse. Elle a toujours été diverse. Hein. Moi, professeur de lettres, je rappelle l'histoire de la langue française. Il y a beaucoup à dire aussi. La langue française vient à 80% du latin. Voilà. Et elle est extrêmement riche et variée par tous les apports de tous ces siècles. Et donc, c'est la même chose pour la société française. Aujourd'hui, il faut la voir, l'accepter telle qu'elle est et la regarder avec optimisme. Au moins, regardons-la avec optimisme. Chacun reconnaît qu'il y a un potentiel énorme en France. Eh bien, elle le doit à tous ces enfants qui sont parfois, mais pour beaucoup aujourd'hui, je crois qu'un Français sur 3 a un parent ou un arrière-grand-parent d'origine étrangère, c'est les dernières statistiques. Voilà, c'est un fait. Et il ne faut pas s'en inquiéter, il faut considérer que c'est une richesse. Pour moi, il y a une image qui est forte, pour d'autres très clivante, c'est de voir que, à Averroès, ou à El Kindi aussi, la Marseillaise et la Fatiha côte à côte. Exactement. Je pense que c'est tout un symbole, oui. Oui. Est-ce que c'est un symbole pour certains, ça peut être perçu comme une transgression. Pour vous, c'est une proposition ? C'est une proposition pour nous, effectivement. Eh bien, il y a dans notre projet éducatif, pédagogique, dans ce que je mets systématiquement en avant quand j'accueille les nouveaux parents, les nouvelles recrues pour les années suivantes, c'est toujours rappeler, voilà, il y a les valeurs de la République et qui sont parfaitement compatibles avec les valeurs de l'islam. Je l'ai rappelé tout à l'heure. Les établissements privés musulmans n'ont aucun problème avec la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, la dignité de la personne humaine. Au contraire, je pense que ils portent haut ces valeurs. Et donc c'est quand je dis un symbole, si vous ne chantez pas la Marseillaise, on va dire c'est parce qu'ils sont séparatistes. Si vous chantez la Marseillaise, c'est pour cacher que vous ne l'êtes pas. Donc de toute façon, quoi qu'on fasse, on est toujours suspect. Non, c'est très sincère. On change la Marseillaise parce qu'on fait une cérémonie de remise des diplômes républicaine. Mais on a aussi un caractère confessionnel musulman. Et donc, on ne le cache pas non plus. D'ailleurs, l'État, la justice nous a invités à dire ce que nous faisons. Et oui, en toute transparence, voilà quel est notre caractère confessionnel, et voilà ce que nous prônons, voilà les valeurs que nous prônons, et voilà ce que nous mettons en œuvre en termes de caractère confessionnel. Mais pour moi, c'est non seulement bien sûr compatible, mais c'est inséparable finalement. Et la question ne se pose même pas. On ne se pose pas la question, est-ce qu'on va parler des valeurs de la République, est-ce qu'on va chanter la Marseillaise ? Enfin, tout le monde s'accorde. Pour nous, c'est une évidence, tout simplement. Justement, pour aller un peu plus loin, comment vous formez vos élèves à revendiquer pleinement l'héritage culturel français, tout en restant musulmans pratiquants ? Alors, tout le monde n'est pas nécessairement pratiquant, mais les élèves peuvent pratiquer. Ouais. Dans nos établissements, les élèves peuvent pratiquer leur religion, comme dans tous les établissements confessionnels. Mais la culture, elle est bien sûr disciplinaire, mais elle apparaît dans des concours. Voilà, on envoie effectivement nos élèves dans un certain nombre de concours. Le concours national de la résistance et de la déportation, par exemple, qui est très célèbre. Des concours d'éloquence. Voilà, des concours d'orthographe, des concours de sciences. On a un élève qui était... il y a le concours G20 en maths ici à Paris. On a un élève qui a fini premier sur 200 élèves, un élève de terminale. Voilà. Donc, par tous ces aspects-là, nos élèves, évidemment, sont de plein pied, sont partie prenante, justement, et diffusent. Et moi, mon souhait, encore une fois, en tant qu'enseignant, chef d'établissement, vieux professeur de lettres, c'est qu'ils soient les héritiers, bien évidemment, de ces valeurs et cette culture, qu'ils l'enseignent à leurs enfants et qu'ils soient effectivement les vecteurs de diffusion de cette culture. Alors, j'avais noté, par exemple, que les cours de philosophie commençaient dès la 4e. Alors, pas dès la 4e, mais en tout cas, il y a des clubs
des ateliers, des clubs, des perspectives comme celle-là, où nous, effectivement, nous proposons aux élèves, parfois c'est l'art graphique, vous voyez, voilà, actuellement, il y a un professeur qui est dans les mangas, dans l'art graphique, un autre qui fait des conférences, qui est un professeur d'université également, qui fait des conférences d'histoire aux élèves, beaucoup d'élèves participent après les cours, hein, vous imaginez, il Justement, reste... est-ce que vous allez plus loin sur le programme? Prenons l'exemple de la philosophie. Exactement, mais c'est ça. Comme vous avez une composante supplémentaire, vous avez une offre supplémentaire. Voilà, une offre supplémentaire pour, à la fois, on a toujours été réputé pour accompagner les élèves en difficulté. Et tout l'enjeu, c'était de dire aussi qu'est-ce qu'on fait des élèves brillants. Et donc, on essaie effectivement, et c'est ça parfois qui peut manquer, faute de force vive peut-être, faute de moyens financiers, etc., à l'éducation nationale. Et nous avons cette chance d'avoir des personnels très engagés qui, vous voyez, vont rester à 17h, à 18h, à 19h pour proposer là des conférences de niveau universitaire à des élèves de lycée. Mais des véritables conférences historiques. Hein, je vous ai dit l'art graphique, préparer un concours d'éloquence. Donc, voilà, ce sont ces petits plus qui vont révéler certains élèves. Hein, c'est pas que pour les excellents élèves, mais accompagner l'élève qui est plus en difficulté, mais permettre à l'élève brillant aussi d'aller plus loin, d'anticiper sur son avenir dans le supérieur. Oui. Sans maîtrise de la culture, est-ce qu'un musulman, un élève musulman ou un musulman peut-il risquer de rester en périphérie de la nation ? Si on reste sur la culture. Oui, bien sûr, c'est possible. Hein. C'est pour ça qu'il faut aller à l'école républicaine, et j'inclus nos établissements dans cette école républicaine, en tout cas, sans aucun doute. Donc il faut effectivement, sans aucun doute, non seulement ingurgiter, aurait dit Rabelais, cette culture, hein, la littérature en particulier, mais l'histoire de France, il faut connaître l'histoire de France, c'est une évidence, avec ses errements, avec ses difficultés, avec ses conquêtes, avec ces moments plus brillants, effectivement. C'est tout le débat aujourd'hui, hein, entre certains qui, je pense au débat sur la colonisation, hein, qui est en cours. Et donc, il faut qu'effectivement, l'élève ait une perspective. Pour moi, la culture, elle est vraiment au sens large. En tant qu'enseignant, chef d'établissement, la culture, c'est la culture musicale, c'est la culture picturale, c'est emmener nos élèves dans les musées pour découvrir la peinture de la Renaissance, italienne, française, etc. C'est pas seulement, je dirais, même la culture française, c'est la culture européenne et même au-delà. Quand on va au musée du Quai Branly avec nos élèves, par exemple, pas très loin d'ici, c'est la culture du monde. Pour moi, c'est nos individus, nos élèves, nos enfants, j'y ai souvent, sont effectivement partie prenante du monde aujourd'hui. On peut difficilement même s'exclure du monde. Je dirais que la culture française est primordiale pour nos élèves français, mais ils doivent aller au-delà aujourd'hui, puisque le monde est à nos portes, évidemment. C'est ça, c'est que j'ai l'impression, on donne, étant donné que c'est un lycée sous contrat, on fait l'offre de l'éducation nationale, plus. Plus. En tout cas, on essaie, avec des personnels engagés, oui, effectivement. L'islam a toujours pensé le savoir comme un pont entre les civilisations. Dans une France qui peine à penser l'islam autrement que comme un problème, est-ce que, pour être sur une note positive, Averroès finalement est en train de lancer ce pont? En tout cas, lance ce pont depuis 23 ans, en tout cas. Et c'est ça qui est, encore une fois, difficile et qui nous indigne. C'est que, vous voyez, nous accuser de séparatisme alors que vous bâtissez des ponts. Je pense que c'est exactement ça. L'image, la métaphore est formidable, parce qu'effectivement, c'est une ouverture sur le monde. Voilà. C'est loin d'être, comme vous parliez de caste tout à l'heure, c'est loin d'être un repli. C'est loin du séparatisme. Au contraire, c'est une ouverture sur le monde. On envoie nos élèves aux États-Unis, on envoie nos élèves en Europe, dans un certain nombre de pays européens, pour aller découvrir le vaste monde et leur montrer justement, faire en sorte qu'ils ne restent pas dans leur milieu social, dans leur milieu culturel,
évidemment, enfin pour moi, c'est tellement une évidence, vous voyez, que rien que d'en parler, on dirait qu'on fait quelque chose d'exceptionnel. Non, c'est une évidence, et je pense que tous les établissements scolaires ont évidemment, avec leurs moyens, cette ambition. Mais c'est indispensable pour un enfant qui naît aujourd'hui, parce que par les réseaux sociaux, par le numérique, il a accès au monde entier, ce que ma génération n'a pas connu, enfin, qu'elle a vu évoluer. Et c'est assez extraordinaire. Et justement, il faut apprendre à ces enfants à utiliser dans ce sens-là, dans le sens de l'ouverture, ce que les réseaux sociaux, pour le coup, sans doute mettent à mal, généralement, assez souvent, mais l'utiliser pour aller voir ce qui se fait de mieux dans la société française et au-delà, finalement. Éric Dufour, merci beaucoup. Avant de conclure, on va passer au rituel du phare, avec 3 suggestions culturelles. Je sais que vous les avez préparées. J'y ai pensé, en tout cas, aux 3 suggestions culturelles. Alors, j'aimerais mettre en avant, effectivement, trois choses. Un documentaire qui va prolonger notre discussion, notre réflexion du jour. Et puis, les 2 derniers livres que j'ai lus, qui sont ceux d'amis, par ailleurs. Et donc, le premier documentaire, c'est Averroès, Au-delà des préjugés, qui a été diffusé, qui est diffusé depuis 1 an. Alors, le réalisateur, c'est Hicham Salem, qui est désormais, enfin en tout cas maintenant, il a fait plus que ses preuves, qui est un brillant réalisateur, qui a réalisé beaucoup de documentaires, qui a mis en place la plateforme Maya Plus. Donc je la recommande. Hein, c'est un petit abonnement bien moins cher que Netflix, et qui propose des documentaires, qui propose des films pour toutes les familles. Et il a produit, alors souvent on fait le lien avec Averroès parce qu'on dit vous avez commandé ce documentaire. Pas du tout. Il nous a lui demandé d'avoir la liberté de faire un documentaire sur Averroès depuis les origines jusqu'à l'affaire en justice. Donc il a eu toute la liberté de prendre toutes les archives et d'interroger qui le souhaitait. Comme les inspecteurs. Voilà, exactement. Exactement. Et donc pour moi, c'est un formidable documentaire pour qui voudrait vraiment connaître de l'intérieur l'affaire, on va dire, Averroès, depuis la création jusqu'à la résiliation du contrat. C'est fait pour moi dans une grande objectivité, même si nos contenteurs n'ont pas eu l'occasion ou n'ont pas souhaité donner leur avis, mais en tout cas, ça reflète très très fidèlement ce que nous avons vécu. Donc j'invite tout le monde à regarder ce documentaire, d'autant qu'il a été empêché ou interdit dans un certain nombre de municipalités, notamment. Mais j'étais à la projection à Paris il y a 1 an, à côté de l'Arc de Triomphe, et c'est vraiment un documentaire passionnant. Je voudrais également parler de 2 livres dont je vous ai dit. Un de Rokhaya Diallo, voilà, qui a publié il y a quelques mois le dictionnaire amoureux du féminisme, chez Plon, et j'invite vraiment, et vous voyez, là aussi Averroès, on y est souvent, on a une suspicion sur ce que l'on fait pour les filles. Nous, les filles, c'est heureusement ou malheureusement les plus brillantes, finalement. On sait dans le secondaire, les filles sont extrêmement brillantes. Alors il s'avère que chez nous certaines sont voilées, mais je dis toujours ne vous inquiétez pas, non seulement c'est pas contagieux, mais souvent les filles sont brillantes dans le secondaire, et donc elles montrent à travers effectivement ce livre formidable, à la fois cette histoire du féminisme qui est devenu le féminisme, mais le féminisme aujourd'hui. Et écoutez, c'est le débat finalement aussi sur le voile, de se dire que voilà, il y a un néo-féminisme certainement, que le combat n'est pas terminé, que finalement on devrait avoir la liberté absolue. C'est ça l'enjeu. Si des filles veulent porter le voile, eh bien elles le portent. D'autres pas. C'est ce que montre Averroès, c'est ce que montre Al-Kindi. Nos établissements, les filles sont totalement libres de faire ce choix, je l'assure. Et donc il faut effectivement continuer à se battre quand on voit toutes les affaires qui sortent régulièrement sur évidemment ce qui arrive aux femmes, malheureusement, partout dans le monde, hein, bien évidemment, mais encore dans la société française, hein, ce qui est un véritable scandale. Donc j'invite à lire ce livre. Et puis mon ami Naïm Bouchma, qui a publié récemment donc un livre qui porte un regard sur le stress de l'élève. Hein. Le livre s'intitule « Arrêtez de stresser, votre enfant n'est pas foutu ».
chez Albin Michel. Il a un grand succès de librairie actuellement, et c'est mérité parce qu'il invite justement à repenser, j'en disais un mot tout à l'heure, à repenser le système scolaire. Parce qu'aujourd'hui, nos élèves, vous voyez, nos élèves ou nos établissements ont de vrais problèmes éducatifs. C'est-à-dire que comme dans beaucoup d'établissements, il y a la pression à la note. Oui. Il y a les familles qui mettent une pression à la note, au résultat. Parfois, enfin en tout cas, nous veillons à ce que ça n'arrive pas, mais les enseignants, parfois, non, un élève ne se réduit pas à une note, un élève ne se réduit pas à un bulletin, ça ne fait pas preuve de son intelligence ou de sa future réussite, encore moins, bien évidemment. Ça, on le sait très bien, mais ça invite à dédramatiser justement l'école aujourd'hui, cette pression qui est mise absolument au résultat, mais qui invite à repenser justement l'école en fonction de ce qu'est l'élève aujourd'hui, de la réalité d'un élève aujourd'hui, avec sa sensibilité, avec son appareil émotionnel, avec effectivement ses envies, avec l'ouverture, aujourd'hui on en parlait tout à l'heure, avec le numérique évidemment, les réseaux sociaux qui ont tout bouleversé. Donc j'invite à la fois les parents mais aussi les enseignants à prendre appui sur cette lecture pour jeter un regard différent sur leur enfant ou sur leurs élèves. Voilà. Éric Dufour, merci infiniment. Bien évidemment, on mettra ces références, les liens vers ces références pour que tout le monde puisse y accéder. Merci infiniment pour cet échange. Je vous souhaite du courage. Oui, il en faut, mais on ne manque pas d'énergie, du courage, de la combativité, parce qu'effectivement, tout ce que nous faisons, encore une fois, c'est au service de la France, de la République, de l'éducation nationale, ni plus ni moins, mais c'est déjà beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à continuer à nous suivre, à nous soutenir et à nous partager. À très bientôt.